Salut l'équipe, c'est pas tout à fait encore la rentrée, mais on s'est dit que vous nous manquiez trop pour ça, et donc on a un petit peu avancé les choses. Thomas, c'est surtout qu'on a eu l'opportunité aujourd'hui de reprendre. Comment s'était quitté avec des entretiens, parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous un homme qui a vécu un été agité. Beaucoup de choses à raconter avec donc Evan Fournier. On est 3 semaines après les JO. On est ravis de te recevoir dans notre studio pour la première fois ici à Paris. Ça va, Evan? Ouais, ça va. Merci les gars de me recevoir, c'est cool. On est ravis de t'avoir parce que je t'avais vu à l'équipe où t'avais certainement d'autres choses en tête. Tu m'avais dit, promis, une fois que tout sera fini, je viendrai vous voir. Et donc, comme d'habitude, Evan, tu as tenu parole. Homme de parole, toujours. On est 3 semaines après les Jeux, mais on est surtout 2 jours après l'annonce officielle aussi de ta signature à l'Olympiakos. J'ai envie qu'on aille d'abord là-dessus. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ces derniers jours un petit peu pour toi. Ah, c'était le jus, hein. Je vais pas vous mentir, ça s'est fait très vite en fait. Donc je sors des JO et grosso modo, déjà durant toute la campagne, je voulais pas vraiment parler de mon contrat. Je voulais vraiment me focus sur le jeu avec l'équipe de France. Et bref, donc je sors de la campagne. En gros, je dis à Bouna, écoute, ce qu'on a eu en NBA, ça me fait pas kiffer. Viens, on essaye l'Europe. On en avait déjà parlé un petit peu avant. Moi, j'en avais parlé avec mon coach perso, savoir ce qu'il en pensait, etc. Dorian Lee. Et j'ai pris la décision, vas-y, je rentre. Et en vrai, j'avais qu'une équipe en tête, une et demie, c'était l'Olympiakos. Et donc, on a pris contact avec eux. Ils avaient déjà pris contact durant l'été. Ça fait quelques temps qu'ils me suivent quand même. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, hein, en vrai. Hein. Je sais pas pourquoi, ça s'est accéléré en 2 jours. En 2 jours, c'est devenu un peu fou. Parce que je pense qu'il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir. Donc les fans sont vraiment... ils sont mêlés à ça. Du coup, je pense que ça a mis un peu plus de jus de leur côté. Et puis voilà, la signature, elle s'est faite en 2 jours, vraiment. J'ai lu que c'était aussi le cadeau du propriétaire qui voulait faire à son équipe pour fêter, je crois, les 75 ou les 100 ans du club. C'est les 100 ans, ouais. Les 100 ans. Écoute, je savais pas ça. Mais écoute, si je fais un cadeau, tant mieux. Hein. C'est un joli cadeau. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Bon, tout le monde a vu le tweet passé il y a quelques années où tu avais dit la ferveur de l'Olympiakos, c'est l'endroit dans lequel je me verrais jouer dans quelques années si je devais revenir en Europe. Raconte-nous un petit peu ton rapport à l'Olympiakos, c'est un truc de fou, ça. Ouais, en fait, c'est assez irrationnel. Il joue plus Spanoulis, t'es au courant? Ouais, je sais. C'est assez irrationnel. Parce que vraiment, moi, j'avais qu'une équipe en tête, hein, toujours. C'était eux. Et je pense que si on remonte, ça a commencé, mon joueur européen préféré à l'époque, c'était Papaloukas, qui jouait donc à l'Olympiakos. Cette équipe grecque, là, je les adorais, hein. Ceux qui nous battent avec l'équipe de France, tu sais, Diamantidis, Spanoulis, tout ça. Et j'adorais cette équipe et j'adorais ce joueur. Ouais. C'était fou, quoi. Et ensuite, il y a eu le buzz qu'ils ont fait, tu sais, quand ils ont recruté Josh Childress à l'Olympiakos. Ça m'avait vraiment marqué parce que je kiffais ce joueur. Et ensuite, je pense que ce qui a tout changé pour moi, c'était à Paris, quand ils font le Final Four à Paris 2010, c'est ça. J'étais dans les tribunes en finale. Je me rappelle, il n'y avait pas de Bev, il y avait Teodosic, je crois qu'il y avait Skortianitis. Kleiza, il n'y a pas Linus Kleiza? Ah, je sais. Ah, c'est possible. Il y a Linus Kleiza. Et ils perdent en finale contre le Barça. Et moi, il se trouve que j'avais 2 tickets grâce à Nike. Et j'étais dans la tribune de l'Olympiakos. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Et donc, du coup, depuis ça, vraiment, en fait, je suis resté accroché à eux. En 2012, l'année de ma draft, quand ils gagnent au buzzer contre le CSK, je sais pas, du coup, moi, c'était l'Olympiakos. Et je saurais pas t'expliquer, mis à part ça, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais je me suis toujours dit, si je rentre, c'est ça. Il y a cet attachement à l'Olympiakos, puis il y a aussi le fait que ça soit un grand club d'Europe, archi ambitieux. On imagine que tu pouvais pas revenir en Europe dans un club au moins ambitieux que l'Olympiakos qui veut chaque fois tout gagner. Bien sûr, mais quelque part, ils ont toujours été très ambitieux, donc ça fait partie du projet aussi, tu vois. Après, en fonction des équipes, si par exemple l'Olympiakos, non, clair et net, peut-être que j'aurais regardé ailleurs avec des projets différents, mais qui auraient pu m'attirer aussi, tu vois. T'as dit un club et demi tout à l'heure, c'était qui le 0,5 club? C'est Paris. Super, t'as eu un contact avec le Paris Basketball? Ouais, vite fait. Hein. Ouais. Pas mentir, vite fait. Nous, c'est des discussions qu'on a eues en off. Ouais. J'ai eu avec Steph Brun, avec Thomas Laroukis, avec Thomas Dufan. Ouais. Je me suis dit, parce que, on va le dire, quand je te croise le vendredi après la finale, que je te sens soulagé de cette campagne avec l'équipe de France, on va revenir dessus. On parle avec Steph et tu nous dis, mais moi, peut-être je vais arrêter si j'ai rien. Ouais. Tu as pensé à ça? Ouais, fort. Parce que j'avais une offre en NBA qui vraiment, je voulais pas faire ça.
C'était du mentoring, c'était être avec les jeunes, jouer dans une équipe qui perd, qui va tanker, tu vois. Tu peux me dire quelle équipe? Ouais, si vous voulez, ouais, d'ici. Ok. Personnellement, c'est pas ce que je voulais pour ma carrière, tu vois. Je sors de 2 années où déjà, je joue pas. J'ai pas envie de retomber dans un truc où... Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de vivre des moments forts, tu vois. J'ai envie de jouer au basket, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire de la compétition. Tout sortir des jeux, on imagine. Ouais, tu vois ce que je veux dire. J'apprécie votre intérêt, mais c'est pas ce que je veux à ce moment-là de ma carrière, tu vois. Et moi, je veux vivre des moments forts. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, vas-y, je rentre, on va voir comment ça se passe. Mais je m'étais déjà préparé l'éventualité de, si ça me plaît pas, je ferai pas déménager ma famille, partir pour partir, et jouer pour jouer. Je ferai pas ça. Donc, je suis prêt à arrêter s'il faut, tu vois. Bon, il se trouve que ça s'est bien passé, l'Olympiakos c'était chaud, tu vois. Ça n'a pas duré longtemps, ce moment-là, où tu y as réfléchi, tu y as pensé, ça n'a pas duré longtemps. J'y ai pensé en début de prépa. Ok. J'y ai pensé en début de prépa, quand je voyais la tournure un peu que ça prenait. Je sais pas si tu voyais sur mes shoes des JO, j'avais marqué 1 sur mes shoes. J'avais un gros 1, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière, tu vois. Et si ça se fait pas, sincèrement, moi, je suis prêt à arrêter. J'avais pas de problème avec ça, tu vois. Et donc, après, j'ai eu l'option Paris. C'est vrai que je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, maintenant, il y a Paris, etc. Mais bon, ils n'étaient pas très intéressés, donc bon, c'était vite réglé au final. Ça aurait été incroyable de voir. Ceux qui n'ont pas été très intéressés au final dans les premiers échanges? Bah ouais, hein. Ok. Apparemment, leur roster il était fait, ils voulaient pas bouleverser. Enfin, bref, je sais pas exactement, tu vois. Okay. Faudra demander, parce que moi, je leur ai pas parlé personnellement, donc j'ai pas envie de parler en leur nom, tu vois. Mais tu sentais qu'ils étaient pas très chauds, tu vois. Et par contre, jouer à domicile, pour moi, ça aurait été un kiff aussi, tu vois. L'Euroleague à Paris, ouais, ça aurait été un kiff pour moi. Clairement, mon option numéro 1, c'était l'Olympiakos, mais jouer à Paris, c'est vrai que début de projet, tu lances le projet, etc., ça aurait pu être cool, tu vois. T'as signé que 2 ans à l'Olympiakos, voilà, ça. Après, on va pas se mentir. Ouais. Signé à Paris Basketball, tu aurais dû faire aussi un énorme effort financier. Ouais, mais j'aurais joué chez moi, tu vois. Voilà, non, mais c'est ça, tu étais prêt à le faire. Tu aurais été prêt à le faire. Ouais, clairement, ouais. Ok. L'Olympiakos, tu reviens en Europe, c'est des choix forts. On a souvent des débats, même avec des joueurs plus jeunes, de savoir quand est-ce qu'il faut revenir en Europe. Ça veut dire que la NBA c'est fini pour toi? Écoute, moi, en tout cas, j'y pense pas. Hein. J'ai pas voulu mettre de clause NBA dans mon contrat. Moi, j'y pense pas. Je vais pas te mentir. Là, je suis 100% Olympiakos. Je vais pas te mentir. Si dans 2 ans, il y a un club qui arrive, il me donne 10 millions, bah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, le projet, là, c'est vraiment, je dis ça en toute sincérité, ça serait de jouer le plus longtemps possible à l'Olympiakos. J'ai pas envie de rebouger ma famille derrière. Si je peux terminer là-bas, gagner des titres, etc., et vivre des moments forts, bah, ce sera avec grand plaisir. Dis-moi comment tu abordes ton retour en Europe. Puisqu'on en reparlera aussi un petit peu après, les 2 ans que tu viens de vivre, etc. Tu vas revenir avec un gros salaire. On a vu les salaires de l'Olympiakos sortir, avec un statut aussi de scoreur en NBA qui va devoir performer en Europe, où le style de jeu est complètement différent. Je ne dis pas que tu le connais pas, tu le connais par cœur. Mais l'adversité est telle en Euroleague, dans le championnat grec, etc., que je me pose la question de quel type d'Evan Fournier on va pouvoir voir cette saison. Bah, ça va dépendre de comment ça se passe pour moi avec l'équipe. Écoute, déjà, je rentre avec beaucoup d'humilité, tu vois. J'ai faim de basket, j'ai faim de compète. Je pense que c'est la chose la plus importante. Après, comment ça va se passer pour moi, c'est dur de te répondre. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation forcément, tu vois. Je sais pas comment ça va se passer. Je me suis pas encore entraîné avec eux, je peux pas te répondre, tu vois. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, de mon côté, bah, je vais faire comme d'hab. Hein. Je vais me donner à fond. Je vais jouer pour gagner. Je vais vouloir forcément performer. C'est aussi pour ça que je reviens, pour vivre des grands moments, tu vois. Et puis par rapport à mon statut, écoute, c'est vrai que souvent les joueurs de NBA qui reviennent sont des joueurs qui ont très peu joué, qui ont fait des piges, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai fait 12 ans. Ça arrive pas souvent, mine de rien, tu vois. Donc forcément, je pense qu'il y aura un statut, il y aura des attentes. Des adversaires et puis même de notre équipe, de notre staff, etc. Mais tant mieux, moi justement, je suis là pour ça, les gars. Quel numéro tu vas porter? On le sait ou pas? J'ai vu ton tweet là. Ah, vas-y, Mousse, il me saoule, il a le 10. Bah, c'est ton numéro de cœur. Bah ouais, Mousse. Tu vas pas reprendre le 94, je vais pas te mentir. Moi, j'ai essayé. J'ai jamais kiffé. Non. Ok, c'est cool que tu sois le seul joueur. J'ai essayé de avoir porté 94, Charenton, bravo, on vous embrasse, vous régalez. Mets-moi un numéro de basketteur là, s'il te plaît. C'est pas le même ici. Bon, déjà, parle bien du 4, déjà. Ah bon, moi je suis un gars de 75, jamais j'aurais porté 75, ça n'a aucun sens. Et justement, Paris, ça n'a pas de goût, tu vois. Oh, ouais, bien sûr. Mais écoute, j'ai essayé d'acheter Mousse,
Mais comme c'est un homme de... Qu'est-ce que tu lui as offert? Un homme de aussi principe. Il voulait même pas savoir. C'est vrai. Comme c'est un homme de principe, Oui. il voulait pas savoir. Et donc, ouais, 9-4. Tu vas prendre le 94. J'ai alors. aucun autre... Enfin, c'est marrant, j'ai écrit au GM il y a 2 jours, je lui ai dit, est-ce que le 15, il est disponible? C'était le numéro de ma femme. Il me dit, aïe, on retire le maillot de Printezis. Mais oui, c'est ça. C'est Printezis, bien sûr. Ouais, j'avais complètement zappé, tu vois. Mais sinon, j'aurais pris le 15. Mais moi, j'ai pas de numéro qui veut dire quelque chose pour moi, mis à part le 10. J'ai tellement eu toute ma carrière que 9-4. Ok. T'as regardé le premier derby un peu face au Pana? Et le 8 novembre, Ouais. ouais. Nous aussi, on a regardé. Vous venez ou ouais. Bah, je veux venir, pourquoi pas. En tout cas, le fait on que y tu pense, on y Le pense. fait que tu signes à Olympiakos, ça nous a donné des idées, on n'en dit pas plus. Mathias et Van, on verra, très bien, voilà, très bien. Ça peut être des choses intéressantes pour les gens qui suivent. C'est plus Mousse Mathias, quand même. Aussi Mousse Mathias, bien sûr, on parle, bien sûr. Non, mais attention. No offense à Mousse, c'est la famille, clairement. Attends, En plus, tout l'été, vraiment, hein, tout l'été, Mathias, il me disait, viens pas casser les couilles. On est bien. Viens pas saouler à signer à Olympiakos, s'il te plaît, vas-y, reste tranquille. Et puis tu vas retrouver Mousse avec qui t'as un tout petit peu joué à Poitiers. Elle est dingue cette histoire aussi. Ouais, c'est cool. J'avais oublié, moi. Mais ouais, tout le monde avait J'avais oublié, zappé hein, à complet. part vous deux, peut-être. Bah, il était espoir, en fait. Ouais. Ça. Il était espoir, mais on passait pas mal de temps ensemble, ouais. Et ouais, le chemin qu'il a fait, Mousse aussi, c'était dingue. Hein. Bah, c'est un des meilleurs pivots de Euroleague Sans aujourd'hui. aucun hein. doute, ouais. Ouais. Faire des grands triples-doubles, Attends. instoppables sur le post-up. T'as dit que t'avais fait 12 ans NBA, et les 3 dernières saisons, elles ont été... 2 dernières saisons. Ouais. Elles ont été compliquées. Tu t'as peu parlé Ouais. de cette période-là avec les Knicks. Sur la fin de Détroit, on leur fait pas offense, mais bon, ça t'a permis de rejouer. Mais ces 2 dernières saisons avec les Knicks, moi, je l'ai souvent dit quand on a fait la prépa, on parlait de la prépa, j'ai dit, je pense qu'on se rend pas compte comment t'as morflé là-bas, physiquement, mais mentalement aussi. Bah ouais, tu joues pas, ouais. Forcément, c'est très dur. Surtout que tu sais ce que tu peux faire, quoi. C'est-à-dire que l'année d'avant, je joue. Enfin, moi, en fait, ce qui m'a vraiment fait. Ce qui m'a vraiment un peu fait du mal par rapport aux Knicks, c'est que c'était la première fois où j'étais free agent. Je signe vraiment où je suis à mon top, quoi. Vraiment, je sors d'une grosse saison. Ça fait même 2 ans et demi que vraiment en NBA, tu sais, ouais, je peux le dire, je suis une première option offensive en NBA. Je suis un gars vraiment dangereux. L'année d'avant, j'avais reçu des votes pour le All-Star Game. J'étais pas loin de le faire. Enfin bref, je sors de très gros JO. Je suis free agent. Je me dis, bon, vas-y. Là, c'est mon heure de bien choisir. J'ai toujours voulu jouer aux Knicks. J'arrive aux Knicks, je suis trop content. Je me dis, ça va matcher. Tom Thibodeau, c'est exactement le genre de mentalité que je veux pour un coach. Il connaît très bien Steve Clifford. Ils se sont concertés. Il me voulait déjà à la trade deadline. Vas-y, c'est parfait. Il n'y a pas de poste 2, vas-y, nickel, j'y vais. Je suis trop content. Premier match, je dégomme tout, etc. Et au fur et à mesure que l'année, elle passe, la première année, je me dis, putain, mais pourquoi il veut que je joue comme ça? Je comprends pas. Pourquoi ils m'ont fait venir s'ils ne savent pas quel type de joueur je suis, etc. J'ai du mal. Et c'est vrai qu'au final, la saison, elle se passe pas trop bien, tu vois. Alors, certes, je casse un record de franchise. Je fais une année à, je sais pas, 15 ou 14, je sais plus. Je casse un record de franchise de 30 ans. Sur le nombre de tirs inscrits à 3 points. Ouais. Excuse-moi, je crois cette année-là, je finis 4e avec le plus grand nombre de 3 points dans la ligue. Dans le top 5, j'avais le meilleur pourcentage. Je casse des records à New York, plus de points pour un premier match. Enfin, tu vois, genre, je fais quand même des trucs satisfaisants, malgré ce changement un peu de scénario pour moi. Mais je me dis, écoute, bon, il me demande de faire ça, vas-y. Pas grave, j'essaie de faire mieux que je peux. Mais je sens que genre à l'intersaison, ça va direct me mettre sur le côté. Et je me dis, bon, bah écoute, j'espère qu'ils vont me traîner, quoi. Vas-y, si vous voulez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais à faire un trade, quoi. Et donc, du coup, quand le truc il arrive, et je vois, je joue pas une seconde, quoi qu'il arrive, qui est mauvaise performance, faute, blessure, rien, que vraiment 0 seconde, et qu'en plus tu me traites pas. Là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a eu aucune communication entre on m'a dit, le staff et toi? juste on m'a dit, écoute, tu vas plus jouer. Écoute, moi j'ai assez de recul, assez d'expérience pour savoir que ça sert à rien de perdre son temps à essayer de parler avec les coachs. Quand ils prennent leurs décisions, il faut respecter, c'est comme ça. Je me mets sur le côté, je bosse, je ferme ma gueule. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi. Ils t'ont jamais dit parce qu'un tel profil, non, je sais pas, la défense, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Non, ils ont voulu faire une autre direction. Mais au final, c'est aussi ça avec les gros marchés. Ils sont constamment. Parce que par exemple, celui qui a joué à ma place, c'était Grimes.
Grimes, l'année d'après, ils le mettent sur le côté, ils changent. Tu vois, c'est un motion continuellement, tu vois. Et donc, vas-y, écoute, c'est comme ça. Juste, je m'attendais à la fin de la première année à bouger, quoi. Mais comme j'avais un gros contrat avec de la valeur, bah, ils attendaient un trade pour pouvoir faire un truc, sauf que le truc venait pas. Et au final, c'est marrant parce que je me fais trader pour Bojan Bogdanovic, qui touchait le même salaire que moi. Bojan, il termine la saison, il se blesse, il joue pas beaucoup, bref. Mais sauf que lui, genre, ils arrivent à trouver un trade. À trouver un trade avec Mikal Bridges. Tout de suite, ouais. Où ils mettent 5 premiers tours de draft pour Mikal. Enfin, tu vois, je me dis, putain. À quoi ça joue, quoi? Bah ouais, dur. Tu vois, c'est ouf, bah, c'est ouf. Donc bon, écoute, voilà, c'est comme ça. J'ai aucun regret. Je vais pas vous mentir, j'ai aucun regret. C'était dur. C'était dur. C'était pas facile pour moi et ma famille. Surtout en tant que compétiteur. Voilà, je sais ce que je peux faire en tant que joueur. C'était dur. Mais j'ai tout donné, j'ai pas triché. Il y a des trucs que tu peux pas contrôler, c'est comme ça. Tu vois. Et je regarde pas du tout derrière. Je suis très content de signer à Olympiakos, je le dis vraiment. Et puis, tu sais, j'ai fait 10 saisons en gros où j'ai beaucoup joué à NBA. J'ai tout donné, voilà. C'est comme ça. Ça te laisse pas un petit goût amer quand même, comme tu dis, on l'a suivi, ta carrière, tu arrives rookie à Denver, tu montes des choses, puis il te trade parce qu'Orlando veut te donner des responsabilités. Ouais. Et là, tu deviens ce joueur à 18-19 points par match, régulièrement, une vraie menace en attaque. En playoff. T'arrives dans ton prime, et finalement, bah, la fin est souvent compliquée, de toute façon, peu importe les fins. Et tu as ces 2 dernières saisons où ils sont censés être tes meilleurs, c'est ça. Ils sont censés être tes meilleurs que... Ouais, bien sûr. T'as pas de ressenti... C'était quoi les relations avec Tom Thibodeau à un moment sur la fin? Parce que j'imagine que vous croisez quand même dans les vestiaires. C'était quoi? Bonjour, au revoir? Non, il n'y avait pas de relation, je vais pas te mentir. Mais c'était pas juste parce que je jouais pas. C'est-à-dire que, tu sais, les coachs NBA, ils sont pas là pour te calculer non plus. Sauf quand t'es un de leurs meilleurs joueurs et que forcément, il y a une attention particulière. Mais eux, ils sont dans leur bureau, ils bossent toute la journée. Nous, on est là, on s'entraîne, on se croise, voilà, c'est tout. Ciao, tu vois. Je veux dire... voilà, c'est tout. Et avec les joueurs, avec tes coéquipiers? Mais non, mais tu sais, c'est des questions qui sont intéressantes, mais en même temps, c'est compliqué parce que, tu sais, moi, je joue pas, mais ça veut dire que, bah, ouais, il y a plus de minutes pour toi, tu vois. Donc, les gars, ils sont pas là à me dire tout le temps, ah, c'est incroyable que tu joues pas, etc., etc. De temps en temps, genre avec certains gars avec qui t'es proche, ils disent, mais gros, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois. Par exemple, avec Josh, il me posait des questions. Quand il arrivait, il comprenait pas. Avec 2-3 joueurs, c'est comme ça, tu vois. Mais la NBA, c'est un monde ultra concurrentiel. Il y a tellement d'argent en jeu. Il y a des carrières qui sont en jeu. Donc, surtout les gars qui sont sur le même poste, ils sont pas là en train de se dire... McBride, il est pas venu te dire, gros, c'est dommage que tu joues pas. Bah si, pour le coup, si. Bien vu, gros, bien vu. Non, mais c'est pas pour le pointer du doigt, mais c'était quand même un mec à bénéficier du fait que mais tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'ai aucune jalousie en moi. J'ai vraiment pas été élevé comme ça. Et j'ai toujours dit, écoute, s'il y a un truc qui t'arrive, bah écoute, quelque part, c'est de ta faute. Et essaye de changer les circonstances dans lesquelles tu es, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est Grimes qui me passe devant. Et je me fais trader avec Grimes et on se retrouve tous les deux à Détroit. Et Grimes, ça a toujours été, jusqu'à ce jour, c'est le joueur avec qui, dans les Knicks, je m'entends le mieux, tu vois. Je suis super proche de Grimes et j'étais content qu'il joue, tu vois. Donc, il n'y avait pas de problème avec les joueurs. Aucun. Juste de temps en temps, on le dit, bah, gros, je comprends pas. Mais c'était surtout les adversaires. Les adversaires, souvent, ils venaient me voir et me disaient, fuck. Tu vois. Donc voilà, écoute, c'est comme ça. Je te jure, j'ai aucun goût amer parce qu'au final, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. J'ai joué à New York. Et puis, je pouvais pas savoir. Tu as vécu à Manhattan aussi. On l'a vu. Bah oui. Ouais, beau pétard. Non, mais c'est ça. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. Ça s'est mal passé. Je pouvais pas savoir. Les gens me disent, ouais, t'aurais dû rester à Boston. Bah ouais, mais même ça, tu sais pas. C'est-à-dire que moi, au moment où j'ai les 2 offres, j'ai vraiment pensé à Boston. Et à la base, je voulais même peut-être plus rester parce qu'ils montraient encore plus d'intérêt, tu vois. Sauf que tu sors d'une saison qui est pas très bonne. Ça faisait 2 ans qu'ils galéraient. Il y avait des rumeurs internes. Moi, j'étais pas au courant, mais il y avait des rumeurs internes de conflits entre Brown et Tatum. Le GM, Danny Ainge, il a démissionné. Le coach venait de se faire virer. Bah, t'arrives, ça fait 2 mois que t'es là, tu te dis, wow, c'est un bordel un peu ici, tu vois. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait. Et quand tu repenses, je fais une parenthèse parce qu'ils sont champions et qu'ils ont réussi justement à dépasser peut-être ces petits soucis en interne. Sur les semaines, les mois que t'as vécu à Boston, parle-nous un peu de la relation Tatum-Brown. T'as ressenti ça, qu'ils étaient pas potes, genre?
Déjà, j'arrive dans un contexte qui est particulier parce que c'est l'année du Covid. Donc, on nous incite au plus à rester de notre côté. Tu vois. Moi, j'arrive, c'est vrai que il y a beaucoup de rumeurs que les gars ils s'aiment pas, etc. Moi, je l'ai pas ressenti. Je vais pas te mentir, je l'ai pas ressenti. Après, c'est forcément deux grosses personnalités. Et puis sur le terrain à l'époque, surtout qu'il y avait Kemba encore à l'époque, l'équilibre du roster était pas bon. Du coup, c'est vrai que des fois, tu avais l'impression qu'ils se marchaient dessus. Tu vois. Tatum, c'est la star avec laquelle j'ai joué. Le gars, il est super unselfish. Vraiment. T'es ouvert, il te passe la balle. Je l'ai jamais vu vraiment faire du stat padding, où vraiment il cherche des fautes ou des trucs pour mettre des points. Vraiment le gars pur, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que même à l'écran, ça se ressent, tu vois. Donc moi, j'ai pas ressenti ça, non. Non, franchement, non. Ok, très bien. Tu disais que tu avais eu donc les deux offres, Celtics et Knicks. T'en as eu d'autres à ce moment-là quand t'étais free agent? Non, parce que moi, je me suis concentré vraiment que sur ces équipes-là. Okay. Je voulais pas d'équipe qui fait pas les playoffs. Et puis c'était les deux spots où vraiment il y avait vraiment de la place, quoi. Parce qu'il y a eu la rumeur, tu sais, tout le monde t'imaginait à un moment donné aux côtés de LeBron, les Lakers et tout. Ça s'est jamais présenté. C'était des rumeurs de trade, ça. Oui, plutôt de trade, bien sûr. C'était des rumeurs de trade. Non, tu leur manquais des shooters, tout ça. Non, c'était des vraies rumeurs, ça. Ouais. Il y a un monde où tu aurais pu jouer aux Lakers. Ah il y a un match où je suis à Orlando, c'est 30 minutes avant le match, il y a Bouna qui m'appelle, je me dis waouh, pourquoi il m'appelle Bouna? Pas bon signe. Bouna il sait qu'il faut, voilà, Bouna c'est, il sait, jour de match tu m'appelles pas, je suis dans mon truc surtout 30 minutes avant, je vois le truc, je dis qu'est-ce qui se passe là? Je réponds, je dis ouais gros, what's up? Je dis ouais, prépare-toi, il y a moyen que tu bouges aux Lakers, etc. En plus il m'appelle, il rigole. Je me dis oula. Il me dit ok bon, et en gros il me dit ouais ça chauffe vraiment avec les Lakers. Et là je raccroche, et là je marche dans le vestiaire et je dis vas-y je vais bouger. Il y avait Terence qui mettait ses chaussures, je dis I'm out bro. Au final ça se fait pas, mais j'étais hype. J'étais hype. L'idée des Lakers de LeBron, ça te chauffait? C'était le coach, c'était Frank Vogel, il jouait le titre, tu jouais avec LeBron. Ah là, je peux me mettre dans le corner, il n'y a aucun problème. Je tire, je fais du catch and shoot, il n'y aura pas de souci, tu vois. Donc, la perspective était belle. Ouais. On va pas se mentir. Ça, c'est pas fait. Mais juste, c'est vrai que ce jour-là, pendant une semaine, on était comme ça. Nous, souvent, quand on parlait des Lakers, qu'est-ce qui leur manquait tout, on disait, mais il y a Ivan qui joue pas, faut aller le chercher. Alors, le contrat est important, mais en tout cas, on a l'impression que c'est des trucs qu'on a beaucoup évoqués dans l'émission. Après, ma première année, la première année où je joue pas avec New York, c'est moi qui dis, je veux pas me faire trader. C'est-à-dire que j'aurais pu partir à Sacramento. C'est moi qui dis je veux pas me faire trader. Ma femme était enceinte en fait. Ma femme était enceinte avec notre deuxième fiston. Elle a accouché en janvier, le 24 janvier. Et donc, vous savez, la trade deadline, c'est genre février. Ça voudrait dire qu'en gros, j'aurais raté les premières semaines, etc. Les mois les plus importants, tu vois, où j'aurais pas du tout été là. Je me suis dit, vas-y, je préfère privilégier ma famille. Surtout qu'on sait pas comment ça va se passer. Je me ferai trader dans l'été, vas-y, tranquille. Sauf que c'est pas venu derrière, tu vois. Mais en tout cas, c'est moi la première année qui ai dit je me fais pas traiter. Ok. On a fait le tour, j'imagine. NBA, on va ouvrir quand même le grand dossier que tout le monde attend, j'imagine, depuis le début, c'est l'équipe de France. Il est là. Arrête. Il est 40 parce que il est arrivé à 10, il a dit à quel moment vous avez posé des questions qui fâchent. Evan, on a le temps. Je sais que vous étiez comme ça. On attend. On t'a préparé, là, regarde. On va ouvrir sur le. Je sais pas par où commencer. J'ai envie qu'on commence par Vincent Collet parce que c'est l'info la plus fraîche. Si tu veux, il y a un mec qui est médaillé d'argent. Il est pas mieux que sa médaille d'ailleurs. C'est l'info. Tu peux venir avec ta médaille. La prochaine fois, tu viens avec ta médaille, s'il te plaît. Vous l'avez vu, c'est bon. Non, la médaille d'argent de cette année, je l'ai pas encore vue. C'est vrai? Oui, j'aurais aimé que tu l'amènes. J'aurais dû t'envoyer un petit message. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. La prochaine fois. C'est Vincent Collet, donc qui n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France. Toi, t'as connu que lui. Oui. En équipe de France, est-ce que tu vas connaître que lui? Ça, c'est une question qu'on va poser plus tard. Une petite réaction là-dessus, justement. C'est trop lourd. Vas-y, dis-moi. Justement, apparemment, c'était acté avant la compète que ça devait plus être lui. On imagine qu'un titre de vice-champion olympique, ça a redistribué un petit peu les cartes. Lui a dit qu'il voulait continuer. Finalement, il continue pas. T'as suivi ça de loin ou t'as juste pris l'info comme ça, toi? Et qu'est-ce que t'en penses, surtout? Quelle info exactement? Qui part? Qu'il arrête, que ce n'est plus le sélectionneur. Écoute... Je connais Vincent maintenant très bien. Moi, je savais que s'il y avait perf, il aurait voulu continuer. Sûr. C'est quelque chose qui... Je ne veux pas dire qu'il le fait chaque année, mais Vincent, c'est trop un compétiteur, c'est trop un basketball junkie. Il ne peut pas arrêter. Le basket, c'est une drogue pour lui. Ça a trop d'importance. Et il a raison. Enfin, je veux dire, c'est les moments qu'on vit. Les moments qu'on vit, comment... Enfin, pourquoi tu
tu voudrais ne pas vivre ça chaque été, quoi. Et donc, moi, je savais, dès le début, que s'il y avait perf, qu'il allait vouloir continuer. Après, je ne savais pas ce que la Fédé allait décider. Écoute, Vincent, c'est le plus grand palmarès de l'histoire du basket français en tant que coach. Je veux dire, il n'y a même pas de débat, quoi. Clairement. Il a un peu révolutionné le poste. Il y a eu beaucoup de très belles campagnes. 15 ans, carrière magnifique, voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Je ne suis pas surpris que la Fédé veuille tourner la page. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne l'ont pas en très haute estime, tu vois. C'est vrai que là, il y a 15 ans, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. C'est une nouvelle Olympiade. Moi, je comprends la décision de la Fédé, ça a du sens. C'était le bon moment. Quoi, après, en apothéose à Paris, comme ça, c'était le bon moment. Pas pour Vincent, apparemment, qui voulait rester. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais aussi durant la campagne. T'es un coach comme Vincent, même si t'es là depuis très longtemps. T'as Wemby qui arrive, tu l'as coaché en club. Ah bah oui. Le lien, forcément, il est évident. Mais il connaît trop le basket pour pas se projeter. T'as envie de l'accompagner. Bah oui. T'as envie de l'accompagner, c'est normal. Enfin, je veux dire, la démarche de Vincent est tout à fait normale. Donc voilà. Bon, revenons un petit peu sur cet été, j'allais dire les Jeux, mais on va commencer même avant les Jeux, parce qu'il y a eu la prépa avant. Comme ça, avant qu'on rentre dans le détail, comment t'as vécu, toi, cette campagne de l'équipe de France? Est-ce que c'est peut-être la campagne la plus folle que t'as vécue avec l'équipe de France? Écoute, choisis un mot mieux que folle, parce que ça me parle pas trop. Folle. La plus ubuesque. Ah bah il est bien avancé avec celui-là. Où t'as vécu les plus de montagnes russes, on pourrait dire. C'est plutôt dans ce sens-là que tu veux dire. C'est ça ubuesque en fait. Non mais il avait pas compris, donc deuxième mot, troisième mot. Comment ça il a pas compris? Ah ouais. Non mais. Becherel. Écoute, c'est la campagne qui pour moi. Avec le plus d'émotion. Voilà. Le plus d'émotion, oui. Alors ça, c'est sûr et certain. La campagne avec le plus d'émotion. Mais au-delà de ça, c'est la campagne qui a eu le moins de sens pour moi. Quand tu regardes... Parce que normalement, il y a quand même une forme de... Même si tu peux faire des gros matchs et faire des surprises, il y a un sens dans ce que tu proposes sur le jeu, entre les matchs de poule, tu montes en puissance, etc. Tu vois, moi, je prends souvent l'exemple de 2014 où on finit 3e. Où on passe pas loin d'une finale mondiale. Bon, on joue pas bien en poule. On se prend une tôle contre l'Espagne, mais tu sens que chaque match, on avance. Au fur et à mesure, on trouve notre rotation, puis on progresse. Et contre les Croates, on fait un bon match en 8e, et après, on sort un putain de match contre l'Espagne. Et bref, tu vois, genre, il y a une cohérence quelque part. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de cohérence, franchement. On va pas se mentir. Ah ben non. Il y a eu deux visages. Le visage où on joue pas bien et le visage où on cassait la gueule des gens. C'était simple, en fait. Il n'y avait pas de milieu. Et donc... c'est aussi, je pense, ce qui a beaucoup changé la donne et ce que les gens mentionnent très rarement, c'est le passage à Paris. Je sais pas comment vous l'avez vécu, Lille. Bien. Bonne ambiance. Nous, gigantesque, pléthorique, c'est gigantesque. Moins bien que 2015. Ouais, ça c'est clair. Moins bien que l'ambiance de 2015. Ah, tu trouves? Ah ouais. Largement. Et pourquoi tu l'expliques ça? J'ai pas d'explication, j'ai une théorie, tu vois. Mais 2015, les gens qui venaient nous voir, c'était principalement que des fans français de basket. Ok. Là, c'est fans de sport. Là, c'est fans de sport qui sont venus voir un événement. Il y avait moins de fans français, moins de basket. Ça s'est ressenti dès l'échauffement, dès la Marseillaise, tout. Vraiment, 2015, c'était quelque chose. Oui, je m'en souviens. C'était quelque chose. Et le passage à Paris, l'énergie du public, ça nous a boosté. Vraiment. Alors, bien sûr que nous, il y a eu un shift mental, mais le fait que le public nous pousse comme ça nous a vraiment boosté. Mais juste par rapport au public, t'as raison. Pour le coup, on a eu la chance de faire les deux, de faire Lille et de faire Paris. On était archi bien placés pour le match face au Canada. Et bon, c'est la salle déjà, faut le dire. Il y en a une qui est très très grande, très ouverte. Limite, on voit l'extérieur. Et puis t'as Bercy, qui est une vraie salle de sport, de sport indoor. Donc tout de suite, l'énergie était différente. Mais il y avait aussi le truc de on vous pousse à Lille parce qu'on a des attentes, et puis l'autre où les gars vous attendent au tournant, et l'énergie c'est il faut qu'on vous pousse pour que vous fassiez l'exploit face au Canada. Rien que ça, c'est vachement différent même en tant que supporter, tu vois. Le match du Canada, c'était la jungle. C'était incroyable. J'ai jamais vécu ça. J'ai des frissons quand j'en parle, je te jure. Tu sais que en plus on rentre sur le terrain, nous vraiment on s'était préparé, pas de mentir, on va à la guerre. Mais la guerre complète, c'était même pas du basket. et on voulait vraiment que le public nous suive, tu vois. Et on arrive à l'échauffement. Je sais pas si vous étiez là lors des échauffements. Si, moi, on arrive très tôt, toujours. Moitié de la salle vide.
Ah ben oui. Vide, aucune énergie. On se regarde avec les gars. Moi franchement, je vais pas te mentir, ça m'a mis un coup. Ok. Ah, ça m'a mis un coup. Et on arrive sur le terrain comme ça, et on voit c'est vide. On est déter et on fait nos trucs, donc au final, on se calcule pas trop, tu vois. Mais moi, à un moment, je me rappelle, je suis au lancer franc, je regarde Nando juste des yeux, tu sais, vite fait, vraiment vite fait. Et on s'est compris, genre en mode, waouh, ah non, là, faut qu'il monte là, parce que ça va pas être Ça s'expliquait, hein, parce que tu sais, il y avait les matchs avant, les sorties, rentrer, ce qui on sait pas. Oui, tu sais pas, ouais. Bah, nous, on le savait. Nous, on doit ressortir, rentrer, c'était. Nous, on arrive, gros, la salle, elle est à moitié vide. Oui, t'as les journalistes et. Surtout que c'est la façon dont ils remplissaient, je pense, c'était en haut d'abord. Oui, tout à fait. Et donc en bas, là où nous on est, il y a personne. Il y avait personne. Heureusement, bien entendu, ça s'est rempli et dès le coup de sifflet, c'était n'importe quoi, c'était la jungle. Mais moi, ça m'a fait peur. Mais au final, ambiance fou furieux. De toute façon, il y a carrément eu 2 tournois, mais j'ai envie qu'on revienne sur toi sur le début de la prépa quand même, quand t'es. Franchement, nous on n'a pas compris, on en a parlé, on n'a pas arrêté de parler que de ça. Tu commences, t'es pas titulaire. Il n'y a pas un ballon, il n'y a pas un système pour toi, tu as l'air frustré, il y a l'altercation avec Schroeder. Est-ce que nous, on en fait trop parce qu'on est journaliste? Est-ce que c'est juste un non-événement? Elle existe en tout cas. En tout cas, elle existe. Moi, c'est ce que je te dis quand on se croise le vendredi. Je dis, mon gars, mais ce que tu as réussi à faire à Paris, l'énergie que tu as réussi à amener, parce qu'avant ça, entre la prépa, l'utilisation que Vincent faisait de toi, j'ai envie que tu m'expliques tout ça, comment toi tu l'as ressenti, comment la relationnelle avec Vincent, où j'ai l'impression quand même, t'as beau être Evan Fournier qu'il veut plus compter sur toi. Ou alors, dans le minima. Ouais. Nous, on a ce regard-là. Et derrière, finalement, t'arrives à inverser les choses. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé entre Lille et Paris. Mais comment t'as vécu cet été, cette compétition? Parce que t'es passé par tous les statuts, par toutes les émotions. Ouais. Écoute, sincèrement, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je me suis pas pris la tête. Franchement, je me suis pas pris la tête. Je suis arrivé déjà cet été, j'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit forcément... ça fait 2 ans que je joue pas. L'année dernière, on a fait une très mauvaise compète. J'ai été beaucoup pointé du doigt. Il y aura sûrement des changements. Vas-y, t'es prêt à tout. De toute façon, tu veux faire une belle compète, tu veux gagner. Vas-y, tranquille. On va voir comment ça se passe. Puis après, c'est vrai que après les entraînements, ça se passe bien, etc. Tu vois la formation d'équipe sur les matchs. Et tu sais, au début de prépa, on faisait beaucoup 5 minutes, tu vois. Donc bon, écoute, on fera passer un match, il met ça pour me mettre en place, pour que tout le monde trouve le rythme, etc. Tu vois. Donc je me pose pas trop de questions, au final, juste je joue. Il se trouve que c'est manque de peau parce que, on va pas se mentir, c'est comme l'année dernière, le premier match, il sert à rien. Contre la Tunisie l'année dernière, et là cette année c'était la Turquie, ça sert à rien, c'était leur équipe D. Donc ça c'est un match qui compte pour du beurre, tu t'en fous. Donc, le vrai premier match c'était contre l'Allemagne. Écoute gros, il se trouve que fait de jeu, il se trouve que je viens en aide, c'est même pas moi qui fais la faute. Schroeder qui pose sa main ici, moi je calcule même pas, je l'attrape. Voilà, c'est tout. Je me fais expulser. J'étais pas du tout frustré à ce moment-là, c'est juste que t'es en préparation. Si ça avait été un match de compète, j'aurais pas fait ça. Je me serais défendu, mais j'aurais pas fait ça. Là, c'est un match de préparation. On joue contre l'Allemagne qui est championne en titre. Championne du monde en titre, pardon. On va aller jouer en poule. Gars, t'envoies un message. Tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Je suis un des leaders du groupe. Et je dis, hey, les gars, tu vois, genre en faisant ça aussi, c'est un peu une posture. Tu es d'accord avec moi ou t'es pas d'accord, c'est pareil. Moi, tu mets ta main sur moi, je réponds x2. C'est tout, c'est comme ça qu'on m'a aidé. Tu vois. Donc après, on passe aux autres matchs. Bah écoute, je vois que je commence sur le banc, quoi. Bon, bah je vois que je commence sur le banc, écoute, c'est comme ça. Il t'a prévenu, Vincent? Non, mais écoute, à la limite, il n'y a même pas besoin de me prévenir. Je suis pas quelqu'un de sensible, tu vois. Je vois comment ça se passe. Moi, j'avais ma vision de comment il fallait jouer, mais ça, c'était personnel. Durant la prépa avec Vincent, c'est vrai qu'on a un peu discuté sur la façon dont on pouvait jouer, dont on pouvait s'améliorer. Mais comme on fait à chaque campagne, quoi. Et c'est vrai qu'après, je repasse dans le 5, et puis on joue toujours pas bien. Mais là, on parle que de moi, mais c'était pareil pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je pense que tout le monde se cherchait un peu, tout le monde avait du mal à trouver son rôle. Au final, mon cas personnel, ça reflétait un peu celui de l'équipe. C'est-à-dire que personne n'était bien dans son Comment tu l'expliques ça, franchement, entre nous? Parce que
il y avait tellement d'attentes, il y a tellement d'attentes. C'était les JO, les machins. Attendez, on sortait du fiasco, du truc. Déjà, viens, on parle de ça. Pourquoi il y avait des attentes et quelles étaient les attentes de votre part, de votre part. Non, nous, nos attentes, c'était de dire, forcément, il y a Victor qui arrive avec tout ce qu'il pouvait amener, qu'on sortait d'un fiasco, ou alors qu'avant, on visait médaille d'or, t'arrives à Paris, évidemment que le but, c'est d'essayer d'être en finale face aux États-Unis, c'est normal, tu vois. Oui, bien sûr. Le public va dans ce sens-là, donc on connaît l'effectif, on voit tout ce qui se met en place. Il y a de l'expérience, il y a Vincent qui est encore là, encore heureux qu'on vise une médaille, ça, tu vois. Ah non, mais qu'on vise une médaille, bien sûr. Mais par exemple, on va pas se mentir, pendant un mois, vous nous avez saoulés avec un truc, c'était... Jouer grand. Jouer grand, les tours jumelles, la défense, qui va pouvoir marquer sur nous, etc. etc. On en est vite c'était le fantasme. Il y en a qui ne sont peut-être pas revenus. Nous, je sais que tu avais autre chose à foutre pendant la prépa. Nous, très vite, on en est revenus de jouer grand. Il y en a d'autres au sein de l'équipe de France qui ont mis 1 mois et demi à s'en remettre. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a souvent des attentes, des fois de l'extérieur, sur la façon dont une équipe doit jouer, qui ne reflète pas la réalité du terrain. Et des fois, ça pèse, tu vois. C'est comme souvent en NBA. Là, par exemple, je vais prendre un exemple un petit peu bidon, mais quand Dejounte Murray s'est fait trader à Atlanta, ils ont dit ouais, la paire avec Trae Young, ça va être incroyable, etc. Enfin, je veux dire, faut pas être bac plus 5 pour savoir que le truc il va pas marcher. C'est pas possible. C'est deux gars qui veulent tout le temps la balle. Il y en a un, ils sont tous les deux petits. C'est deux meneurs. Ça va pas marcher. C'est tout. C'est comme ça. Et donc il y a aussi la réalité du terrain qui des fois est différente. Nous, on voulait le voir. Moi, j'en fais pas. Je faisais partie. Je voulais voir. Ouais. J'avais quelques réserves, mais je voulais quand même le voir. Ouais. Comme tu dis, le premier match, il sert à rien, donc ça marche, mais après, il faut pas être bac plus 5 pour faire la vidéo, pour montrer que tu peux changer, bumper, babab, et qu'en fait, ce truc grand, il va plus marcher. C'est ce qui s'est passé. Tu vois, sur ça, moi, je fais partie de ceux qui pensent que jouer Rudy et Victor, ça peut marcher. Et ça peut même très bien marcher. C'est juste que, si on parle de moi, il faut prendre un parti. C'est-à-dire que Rudy, c'est le seul qui est élite. Je mets des écrans d'enfoiré. Je roule fort au cercle. Je crée vraiment quelque chose sur la défense adverse qui est obligé de collapse. C'est le seul qui sait vraiment faire ça. Mathias, c'est plus un joueur de vitesse. Mousse, c'est plus un joueur de post-up. Il y a Vincent qui est un joueur de lob, mais c'est pas un très gros roller. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, Rudy, si tu le mets sur le terrain, il faut l'utiliser pour ça. Parce que c'est ce qu'il fait de mieux. C'est pas du tout comme ça qu'on l'utilise. Bah non, mais donc du coup si tu joues les deux ensemble, pour moi, il faut prendre parti. C'est-à-dire que quand ils jouent les deux ensemble, Victor, il est 4 et il est au périmètre et c'est tout. Et en gros, quand il attaque, c'est sur du catch and shoot, c'est sur des close-out, c'est s'il a vraiment une mismatch en transition, tu lui files la balle sous le panier, mais en gros, tu l'utilises comme un 4 extérieur, comme Gershon. Alors, combien de temps tu veux faire ça ? Ça, c'est toi. Moi, je le ferai pas très longtemps, mais tu peux jouer les deux ensemble, parce que c'est vrai que défensivement, ça te donne des options que tu peux pas faire avec d'autres. T'as raison. Et puis surtout, je pense que dans le contexte sélection, où il faut du temps pour installer ça, pour faire jeu de grand comme ça, on l'a vu avec les Timberwolves, ils ont mis une saison. Ouais. Alors, Karl Anthony Towns s'est blessé, mais ils ont mis une saison à jouer grand, à comprendre. Ça marche. Là, en sélection, fallait aller trop vite. Ouais. Est-ce que tu penses que vous avez perdu trop de temps, que Vincent et Souta, ils ont perdu trop de temps à essayer, parce qu'on va rentrer dans la compétition, et il y a ces matchs de poule, et on continue à vouloir jouer grand, on joue mal, et surtout, on est à 2 doigts de se faire éliminer. Oui. Le Japon, si Mathieu Stradel ne met pas ce truc-là, nous, moi, je regarde le match. Déjà, commence avec ton tir avant, déjà. Moi, je prends du recul sur ça, parce que si on perd contre le Japon, tu sais pas ce qui se passe contre l'Allemagne. Mais vous avez raison, on joue mal. Clairement, on joue mal. Tu vois. Oui, pour moi, la façon dont on voulait jouer, c'était un peu de l'entêtement. Après, moi, je me mets à la place du staff. C'est dur de dire à Rudy... Enfin, c'est dur de faire un choix comme ça, tu vois. Parce que, quand même, on parle de Rudy. Ah ben oui, c'est très dur. Toute la problématique, tu vois, autour de Rudy. De toute façon, c'est le contexte FIBA, c'est des règles différentes, c'est des pivots plus petits qui te prennent aux hanches. Ouais. C'est ce qu'il a déjà réussi à apporter avant, surtout. C'est un mec qui a un contexte, qui a l'un des plus beaux CV, palmarès du basket français. Je parle pas que de Rudy, mais tu sais, vraiment, prendre la position de jouer sur du post-up, etc., avec Victor, même pour lui, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour lui. Tu vois, donc c'était des choix qui n'étaient pas évidents à faire en fait. Et moi, écoute, je me mets à leur place. C'est vrai que c'est pas facile. Après, il se trouve que le changement, ils l'ont fait. En tout cas, le changement de jeu proposé, ils l'ont fait au meilleur moment. Donc, bravo. Tu vois. Mais est-ce que vous en avez parlé ça ? Parce que nous, on voit que vous jouez mal. Le staff voit bien. Hein, tout le monde, vous avez fait de la vidéo. Vous ressentez que vous jouez mal. Comment ça se passe le lendemain de match quand vous regardez le game et tout ? Qu'est-ce que vous dites ?
Alors, c'est pas évident comme question parce que le truc qu'il faut pas faire, c'est que tu vas voir les gars, on est 12, chaque gars a son avis. Tout le monde a son avis. Je suis désolé, c'est comme ça, tu peux pas parler à tout le monde. Il y a des gars qui arrivent, peut-être que ce qu'ils vont dire c'est légitime et c'est intéressant, mais tu peux pas faire ça. Tu parles à 2-3 gars, les 2 plus expérimentés ou les joueurs les plus concernés. Bon, j'imagine que c'est Nando, tu vois toi, avec eux, Nico. tu vois avec eux, et puis on se met d'accord, et puis voilà. Ok. Mais bon, moi, je suis très proche de Nando. Nando et moi, on parlait tous les jours. Tous les jours, on parlait. Et il se trouve qu'on pensait pareil. Donc, c'est pas facile. Et puis même, de toute façon, je veux dire, le staff, ils mettent quelque chose en place. En tant que joueur, il faut respecter. Il y a le respect de l'autorité du staff, tu vois. On n'est pas tout le temps tous d'accord avec ce que le staff veut proposer, mais tu essaies de faire ce que le staff te demande du mieux possible, dans le sens de l'équipe. Tu vois, faut pas se mettre en opposition aussi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas évident à gérer. Moi, j'ai une assez bonne relation avec Vincent pour lui avoir parlé pendant la prépa. Une fois que la compète commence, moi, j'aime bien être tranquille. Tu vois. J'aime pas me positionner comme ça. Après, je sais qu'il y a des joueurs qui fonctionnent différemment. Voilà. Okay. Il y a les poules à Lille où on se fait peur. T'as raison que si on perd contre le Japon, on sait pas. Peut-être que la révolte, elle a lieu un match avant. Je pense pas, mais peut-être. Bon. Oui. Surtout que les autres, ils marchent sur l'eau. Bref. Ouais. Derrière, il y a ce match face à l'Allemagne à Lille qui est terrible à vivre. Et pour le coup, je l'ai vécu tout seul en tribune de presse et j'ai souffert avec vous. Alors, j'ai pas pris les mots Wagner plein fer, mais j'ai souffert quand même. Et puis, donc, il y a ce changement où on remet Victor en 5, on met Gershon en poste 4. Rudy se fait mal aussi. Rudy se fait mal. Bien sûr. Mais entre Lille et Paris, il se passe surtout quelque chose. C'est qu'il y a ce fameux accrochage avec Jean-Pierre de Vincenzi. Jean-Pierre n'importe quoi. Avec Jean-Pierre Suta. Avec Jean-Pierre Suta. Ça fait une demi-heure. Franchement, ça va. On va laisser Jean-Pierre de Vincenzi tranquille parce que c'est un autre dossier. C'est Jean-Pierre Suta. On y est, Evan. Mais de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est l'après-match face à l'Allemagne. On va pas revenir sur ce match-là où on se fait marcher, parce qu'on se fait marcher dessus. Jean-Pierre Suta vient vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Evan? Les gars, je vais pas vous dire ce qui s'est passé. Tout est sorti déjà, en vrai. Oui ou non? Oui, je sais pas. J'ai pas eu officiellement, je sais pas ce qu'il a été dit les joueurs. Sincèrement, j'ai rien à rajouter. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé déjà. Bon, en tout cas, les gens qui regardent cette émission, ils sont au courant de ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui, au final, aura montré, je pense, qu'on a un groupe très solide. Parce que si c'est un groupe faible, pas ensemble, ou en tout cas pas fort mentalement, ça t'écarte, tu vois, ça t'éparpille. Chaque gars va dire son truc, va dans son coin, etc. Et nous, ça a fait l'effet inverse complet, tu vois. On s'est complètement... Alors, on avait déjà eu, entre nous, une grosse réunion. On s'était vraiment dit les choses, on s'est bien parlé. Tu sentais qu'il y avait une vraie montée en pression, l'arrivée à Paris, l'arrivée à l'INSEP, etc. La branlée qu'on s'était pris contre les Allemands. Vraiment, tout était en train de monter, tu vois. C'était une éruption qui était en train d'arriver. Et ça, c'était le truc qui a fait partir le champagne, tu vois. Et ça nous a vraiment, je dirais, on est passé dans un mode, excusez-moi de dire ça, mais c'était vraiment fuck everybody. C'est nous contre tout le monde. On en a rien à cirer. Et ce qu'on a à faire, on va le faire. Et il n'y a personne qui va nous arrêter. Quand tu dis nous, c'est qui? Les 12 joueurs? Ouais, les 12, ouais, bien sûr. Ok. Enfin, le staff aussi, tu vois. Ah bah c'est ma question. Non, mais t'es relou. Mais t'es relou. Attends, nous contre tout le monde, c'est qui tout le monde? Mais non, le staff était avec nous, bien entendu. Okay. Bien entendu. Mais c'était vraiment le mode dans lequel on s'est mis, tu vois. Ça, c'était avant ou après que Jean-Pierre soit venu vous saluer? Comme je t'ai dit, il y a une montée en pression, tu vois. La réunion, c'était avant. Notre réunion à nous, c'était avant. Donc, je t'ai dit, les choses étaient déjà en train de monter. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que ça nous a tant déplu. C'est parce que nous, on était vraiment déter pour ce quart de finale. On pensait qu'il y a une chose, c'était gagner. Et on s'est dit, putain, on galère, franchement, on galère. On fait une prépa qui est pas bonne. Alors, on se donne, on est copains, etc. Mais ça se passe pas bien. On fait des poules qui sont pas bonnes. Alors, ouais, certes, on a perdu qu'un match. Mais le Brésil, on gagne. Mais le Brésil, sincèrement, ils sont pas forts. Le Japon, on doit perdre. L'Allemagne, on se fait écraser chez nous contre une équipe qu'on déteste. Ouais, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et nous, on était vraiment en mode déter, tu vois. Et c'était vraiment en mode
vas-y, c'est de l'histoire ancienne, maintenant on se dit les choses, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'on se fasse confiance, etc. etc. Bref, genre, c'est bonne réunion, tu vois, productive. Et après, on arrive et on casse ton délire, et tu vois. Avec des mots forts, il a employé le mot honte. C'est ça qui t'a fait un peu vriller. Ouais, moi, tu sais, je suis. Ouais, moi c'est là où il y a du mal. Mais bref, encore une fois, je pense que tout est sorti déjà. Oui. Tout est sorti. J'ai pas besoin d'en rajouter. T'es quand même l'acteur principal de cet échange, altercation, mais sans non plus que ça soit. C'est bien d'avoir ton avis. Parce que jusque-là, on savait qu'il y avait un joueur, mais personne n'avait dit, on savait à peu près que c'était toi. Mais là, aujourd'hui, on peut le dire, il y a un peu de recul. C'était toi, quoi. C'était toi, c'est toi qui as pris le leadership de la résistance. Jean Moulin. Les gars, vous savez très bien comment ça s'est passé. Les gens savent. Et sincèrement, j'ai même pas envie d'en revenir, de revenir sur ça. Parce que ce qui s'est dit, c'est trop dans le vestiaire, c'est trop interne, je peux pas répéter. Ok, d'accord. Je peux pas répéter. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé globalement dans les grandes lignes, ça suffit. Voilà, c'est Est-ce bon, que très bien. Après, on va revenir sur ce qui s'est passé après parce que c'est la meilleure partie, c'est fantastique et on vous le redit maintenant et je te l'ai dit, on l'a déjà dit, merci parce qu'on a vécu des choses, le quart, la demi, la finale. Merci, on s'est régalé. Merci les gars, merci. Est-ce que tu l'as recroisé, Jean-Pierre? Ouais. Après la finale. Ouais. Et c'était cool? C'était... Ouais, je lui ai dit sans rancune, ouais. D'accord. Sans rancune, on check, tout ça. Parce que moi, je suis comme ça, de toute façon. Je suis pas quelqu'un qui... Je hold... Putain, je sais pas comment dire en français, c'est dingue. T'es ce mec-là, ça y est. Hold grudges. Je sais pas ce que ça veut dire, désolé. Hein. Je fais élever un espagnol, désolé. Je sais plus comment dire ça. En gros, je retiens rien, tu vois. D'accord. Que moi, je sors ce que j'ai à sortir. Je te dis ce que j'ai à dire. Si je suis pas content, je te le dis ou quoi. Et puis après, on passe à autre chose. Mais je veux pas te faire la gueule pour autant ou quoi. Tu pas rancunier, tout simplement. Merci. Je suis pas rancunier. Sans rancune. Merci. Il y a ce qui se passe là. C'est intéressant quand même, mine de rien, même si tu veux pas rentrer dans le détail, mais la réunion, il se passe quand même quelque chose entre Lille et Paris. Et donc, il y a un ajustement tactique aussi de mettre Gershon en poste 4. Et j'ai presque envie qu'on en parle de Gershon. Gershon, il va être extraordinaire sur le quart, la demi, la finale. Ouais, j'ai jamais vu à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait tous les ingrédients qui étaient faits pour qu'il fasse une grosse fin de compète. Alors déjà, il fait un très bon début de compète avec ce qu'il a. Je le vois pas beaucoup rater. Hein, il est adroit. Il est très adroit. Même sur les premiers matchs de poule, je le vois pas beaucoup. Bien sûr. Sincèrement, la paire à l'entraînement, Mathias et Gershon, lors de la prépa, ils ont envoyé du bois les deux. Hein. C'est-à-dire que les deux tours, c'était très bien, c'était très beau. Mais je sais pas, ils sont tellement complémentaires, Mathias et Gershon, tu sais, sur les petites ouvertures, la vitesse, les dunks, les rolls, etc. En fait, Gershon, il a fait une très grosse campagne de A à Z, tu vois. Et là, c'est juste qu'il avait une meilleure opportunité, qu'il a pu jouer. Et il se trouve qu'il tombe sur des match-ups aussi qui lui conviennent. Et donc, ça fait que le gars, il explose, tu vois. Pas de poste 4 avec l'Allemagne, contre le Canada, Voigtman en demi, et que des mecs qui va détruire. Si, quand même, parce qu'en 4 contre le Canada, il est défendu par un 5, Powell. Ouais. Mais donc ça le met dans des positions différentes où il peut le prendre de l'extérieur. Et puis surtout, Gersh, moi, là où je le kiffe, c'est que c'est un bonhomme. Et dès la prépa, Dylan Brooks, il voulait l'écraser, tu vois. Et là, c'était vraiment son match où dès qu'il pouvait, lui envoyer un taquet. Trash talk, tout ça, il le faisait, tu vois. Et enfin, c'est Brooks, il est costaud, tu vois, et il l'a mangé, tu vois. Et ça, lui et Zay, vraiment, ils nous ont lancé dans notre quart de finale. Et après, sur le match de l'Allemagne, Voigtman, il a aucune chance contre lui. Clairement, hein, il a aucune chance. C'est pas de sa faute, quoi. Il peut juste rien faire, quoi. Clairement. Puis après, il est sur une sorte de nuage et il arrive à nous faire un petit homard sur LeBron et tout. Quand tu l'as vécu, franchement, ce dunk, là, c'était incroyable. Ouais, c'était lourd. C'est marrant parce que ça reste qu'un dunk, c'est juste 2 points. Hein. Mais le fait que ce soit LeBron. Ah, pas dans notre sport, c'est pas juste 2 points. Non, mais c'est vrai, le fait que ce soit LeBron, tu sais, ça donne un boost à l'équipe, tu vois. Ça donne un boost à l'équipe, etc. C'est un poster, c'est LeBron. Boost à sa carrière aussi. Je sais pas. Moi, je pense qu'il a. Je sais pas si c'est ce dunk-là qui. Non, mais ça a aidé. Les Américains, tu t'es mieux passé que moi pour le savoir, ils aiment bien aussi avoir des images en tête. Ouais, c'est possible. T'es sur l'ESPN en boucle pendant 48 heures quand même avec ça. Hein. Ouais. Ah, incroyable. Mais au-delà de ça, je suis grave content. Franchement, il gagne son match-up. Ça, quoi. On peut revenir sur cette finale. Et là, on va rentrer en finale parce qu'on va se faire kiffer. Mais il gagne son match-up face à LeBron en finale. Ouais, non, mais franchement, c'est lourd. Je suis trop content pour lui. Franchement, parce qu'il le mérite. Il a eu un premier passage compliqué en NBA. Là, il a une vraie deuxième chance. Ce sera à lui de la saisir. Mais au-delà de ça,
Je sais pas, moi je trouve la façon dont il jouait avec le Real, c'était pas cohérent, tu vois. Au final, je trouve qu'il faisait pas grand chose par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Et donc là, ça lui a donné l'opportunité de le faire. Et je suis content que ça soit bien passé, quoi. Je te rejoins un petit peu sur le côté, tu sais, il est vraiment très post-4, il shoot beaucoup au Real. Il reste juste. Voilà, il reste C'est le jeu du Real, ils sont très forts sur les extérieurs, donc il y a Tavares qui prend beaucoup de place. Bien sûr. On a vu le meilleur visage de Gershon. C'est l'équipe qui est comme ça. Bien sûr. Ouais. Après, peut-être moyen de faire mieux, là, on l'a vu. Ouais, il y a moyen de faire mieux, tu vois. Après, tu me diras, écoute, ils sont performants quand même. Ça peut leur arriver de gagner 2-3 trucs. Ils font finale sur finale, donc c'est clair. Comment tu la vois, cette finale, maintenant, avec le recul? Vous faites un bon match? Non, moi, je suis pas d'accord. Mais attends, vous faites un bon, mais vous faites pas le match qu'il faut pour gagner. Ouais, moi, je peux pas te dire qu'on fait un bon match. Moi, personnellement, j'arrive pas à te dire qu'on fait un bon match. On fait pas le match qu'on veut faire. Pour moi, on fait un bien meilleur match à Tokyo. Bien meilleur match. On est beaucoup plus inspiré collectivement. On est beaucoup plus dans ce qu'on veut faire et on est plus compétitif. Là, on joue un peu sur notre euphorie, sur notre combativité, tout ça. Mais malgré ça, il suffit que Steph mette des gros tirs pour qu'il gagne. Donc on revient. Au final, donc ils sont à droite. Donc c'est vrai qu'on a fait des choses qui sont intéressantes quand même. Mais je peux pas te dire qu'on a fait un vrai bon match. C'est vrai que les premières minutes, c'est lourd. l'NBA. Moi, j'ai des frissons, honnêtement, le back and force comme ça, bam, les dunks, les 3 points et tout. Je me dis, je vais peut-être voir le plus grand match de l'histoire du basket, mais je me dis, sur ce rythme-là, on va pas les prendre. Non. Et puis, aussi forts qu'ils sont, hein, moi je trouve qu'ils ont été très adroits, mais dans ce qu'ils ont proposé, pareil, ils ont pas très bien joué. C'était pas un grand match de basket de leur part. Franchement, non, il faut être honnête, tu vois. Très adroits, encore une fois. Ils mettent leur tir. Moi, je trouve qu'ils jouent pas très bien. Et globalement, mis à part les poules où ils se baladent, moi, j'ai pas trouvé qu'ils jouaient très bien au basket cette année. Leur problème, c'est qu'ils viennent, on est meilleur que vous sur le talent. Par contre, on va pas jouer au basket. En tout cas, on va pas essayer de construire quelque chose. C'est le problème de Team USA. Ils jouent tellement avec leur talent. Ils ont tellement de talent. C'est dur de trouver un équilibre dans ce qu'ils font, tu vois. Donc, puis Steve Kerr, avec Team USA, il se creuse pas trop les méninges, j'en ai l'impression aussi. Ah mais tu sais, après, comme ça, non ? C'est compliqué, c'est pas lui qui construit son équipe. On lui donne des joueurs, on dit vas-y, fais-les jouer. On lui a pas donné Thomas et moi, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est genre construire un programme en 3 semaines, parce que eux, c'est 3 semaines de prépa. Hein. Voilà, nous, c'est 6. Eux, c'est 3. Genre, ils arrivent, ils se mettent en forme, ils balancent la balle et ils jouent. Non, mais c'est ça, en gros. Tu vois. Je suis désolé, c'est ça. Et donc, pour moi, ils ont pas fait un très grand tournoi. Il y a qu'à voir. Ils étaient à 2 doigts de sortir par la Serbie, tu vois. Et vraiment, là, ils se sont mis en mode Avengers pour de vrai. Et ils ont eu chaud. Et c'est les Serbes qui craquent, tu vois. Mais sinon, les Serbes, ils les avaient, quoi. Tu sais, il y a quand même, tu parlais de Tokyo là, il y a quelques instants. Tokyo et Paris, il y a quand même un dénominateur commun. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée et qui fait gagner le match pour Team USA. C'était clairement KD à Tokyo. Là, c'est Steph. À quel rang on place les 4 tirs à 3 points dans les 2 dernières minutes dans l'histoire du basket? D'après moi, c'est vraiment, enfin, pas tout en haut parce qu'on va toujours trouver des trucs, Jordan, des trucs, machin, mais tout sport, tout basket confondu, on n'a pas vécu l'un des plus grands moments de l'histoire de notre sport. Non, moi je vois pas comme ça en tout cas. Okay. Un grand moment dans les Jeux Olympiques, ouais, clairement. Dans l'histoire du basket, non. Je pense que là c'est un peu trop la culture du moment, tu vois. Il y a eu des moments exceptionnels en NBA. Qu'on a pu vivre, enfin je veux dire surtout que sincèrement il met réellement 2 tiers, tu te dis bon, après les 2 premiers, oui, c'est des tirs ouverts. C'est des tirs ouverts. Alors, c'est un fly-by. Vous êtes dur avec ça parce que c'est justement parce que c'est le money time. Non, mais je te dis pas que c'est Steph Curry qui tire à 3 points, donc forcément. Mais on est dans un money time, c'est serré. Il y a un moment, il y a 2 positions d'écart. Il rate. Il y a une chance que l'adversaire, donc la France, revienne, voire passe devant, etc. Il met 4 tirs en 2 minutes. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, les gars. Il faut les mettre. Sur une finale olympique, à l'extérieur. Contre le pays hôte? Si. Bon, contre le pays hôte, non, mais si, on a déjà vu ça. Kobe contre l'Espagne, quand il met son fade-away, qu'après il met un tir à 3 points avec la faute et qui dit à tout le monde de se calmer. C'est un très grand... C'est un des plus grands moments des Jeux Olympiques. Clairement. Du basket, les gars, faut pas abuser. Attends, des dingueries, il s'en est passé en 20 ans quand même. Tu vois? Des dingueries, il s'en est passé en 20 ans. Et pour moi, le tir qu'il met sur Nico et moi, vas-y. On peut rien faire. Rien du tout. Le tir d'avant, pareil. Les 2 premiers... Bah, il est ouvert. Je suis désolé, il est ouvert. Le drive and kick, c'est bien joué. Après, ils sont tac. Oui, et encore une fois, les tirs, il faut les faire. Mais
Parce que c'est un truc qui tourne sur Twitter, je comprends pas trop cet argument de dire que cette performance-là le fait rentrer dans le top 5 FIBA. Non, dans le top 5 all-time. Non. Je veux Il dire, était déjà top 10, si vous même voulez. s'il n'était pas venu cette année au JO, bah, pour moi, c'est le meilleur meneur ever, pour moi. Après, avec Magic, bon, débat de génération, etc. Tu vois, ce que j'entends. Mais pour moi, sa performance ne l'a pas cimenté. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas. Après, moi, j'entends ce que tu dis, mais d'un autre côté, regarde, sa carrière, il peut s'arrêter demain, il aurait pu s'arrêter au 1er juin, ça changerait rien à tout ce qu'on est en train de dire. Il n'empêche que quand ils sont menés de plus de 20 points face à la Serbie, il y a un gars qui crève l'écran, qui met 10-3 points dans un match, c'est Steph Curry, il met 36 de mémoire. Sur la finale olympique, il met 4-3 points à la fin, et dans la constellation de stars, dans les Avengers, il y a un mec qui les a fait gagner. Encore une fois, KD l'a fait plusieurs fois dans d'autres Olympiades, on se souvient en Turquie en 2010 et tout. Mais là, c'est Steph Curry qui les a fait gagner. S'il n'y a pas Steph Curry, et un jour, il n'y aura plus Steph Curry. Moi, ce qui m'a fait délirer, c'est quand il prend le tir sur moi sur Nico et moi, pardon. Quand il prend le tir sur Nico et moi, pardon. Tu vois KD qui est juste à côté. Mais qui est seul. LeBron aussi là-bas. Il y a une photo, c'est LeBron, KD ouvert. Je sais plus KD, c'est le seul mec au monde qui prend un tir avec 2 mecs sur la gueule alors que t'as KD, LeBron et ouvert. il a les bras comme ça. Et même KD, genre, il est OK. Il est OK. C'est le même qui fait le retour de passe et tout. Ouais. Et je dis, Mais ouais, c'était forcément c'était un moment assez fort, tu vois. Et il a montré que c'est Steph, quoi. Tu vois, je pense qu'on l'a beaucoup critiqué dans sa carrière, pas forcément justifié d'ailleurs, je trouve, sur le fait qu'il soit pas clutch ou qu'il n'ait pas fait des grosses performances dans ses finales, etc. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était bon, très bon même. Et donc là, c'était un peu l'occasion pour lui, tu vois, avec tout le monde réuni, de montrer tu vois. Dernier truc sur Steph, Erwan, je te coupe vite fait. Là, cet été, après les JO et tout ça, il y a un truc qui est beaucoup revenu, je sais pas si vous avez eu cette discussion avec les gens qui étaient hors basket, sur sa célébration Night Night. Où nous, on connaît cette célébration depuis toujours. Mon frère le recherche activement avec toute l'équipe de Marseillais. Mais oui. Ils veulent le tuer. Tous les gens hors basket, je le déteste, il se la pète et tout. Mon frère, il m'appelle, il fait, mais le petit, là, il se la raconte, Curry, je le déteste. Bon, il a dit pire que ça, tu peux t'imaginer. Mais je lui ai dit, non, mais il fait ça depuis longtemps, c'est le truc. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Et tous les gens hors basket, qui étaient à fond, parce que le basket, même quand tu connais pas, que tu suis des matchs comme ça, mais t'es à fond, c'est reste le meilleur sport du monde. Et les mecs, ils avaient la haine contre Steph Curry. Je me dis, mais non, mais ça, c'est le culture basket, c'est bon délire. Non. Quand il le fait, ça te fout la haine sur le terrain. Bah oui. Mais il a gagné le droit de le faire. Attends, gars, tu mets 4-3 points pour gagner une finale olympique, t'as pas le droit de faire une célébration. Ben non. Genre, il a gagné le droit de le faire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le basket. Bah oui, exactement. Puis c'est ce côté-là des Américains que j'aime bien, tu vois. Ouais, ils sont cocky, ces enfoirés, tu vois. Mais ils ont earned the right. Ils ont vraiment gagné le droit d'être cocky. Et moi, je vois pas de problème à ça. J'ai envie de revenir sur un moment de cette finale. Après, on ira sur la fin, parce que j'imagine qu'il y a un double sentiment entre waouh, ce qu'on a fait et merde, on aurait peut-être pu gagner. Il y a ton passage où tu es meneur, où tu montes la balle sur la défense d'Anthony Edwards. Ouais. Explique-moi ce que c'est d'avoir une espèce d'athlète. Ouais, quand je perds la balle. Ouais. Moi, j'étais là-haut, je regardais, je faisais waouh. Tu sais qu'il a progressé en défense. Hein. Ah bah ça, on a vu. Ouais. Il a vraiment progressé en défense. Hein. Je pense qu'il a dû comprendre qu'avec Team USA, il fallait qu'il soit dans un autre registre. Mais ouais, franchement, moi, en tout cas, je l'avais pas vu défendre comme ça en NBA. Que depuis cette année, mais bon, il se trouve que vu que j'ai pas joué, j'ai pas pu voir le. Tu vois. Je m'attendais plus à Adjou qui mette des pressions. Anthony Edwards, non. Du coup, j'étais un peu surpris. Je t'avoue. Mais ouais, physiquement, c'est une bête. Hein. Il est rapide, il est agile, il est costaud, il est dur. Physiquement, il a tout pour lui. Hein. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on perd la finale ? De quoi ? Ce moment-là où on joue sans meneur et que tu te retrouves un peu par défaut à remonter la balle et qu'on a un moment de... c'est en premier mi-temps, ça. Ouais, mais on perd pas le match en première mi-temps. En tout cas, ils font un premier écart et on revient jamais véritablement dans le match. Écoute, moi, c'était un moment important, forcément. Moi, cette finale, je ne nous ai jamais réellement senti. À aucun moment donné, sauf quand on revient à 3 points, mais tu sais, c'est un peu de l'euphorie, tu vois. C'est plus de l'euphorie qu'autre chose pour moi. Je me suis pas dit, ouais, genre on les a, tu vois. Et en comparaison, quand on est en Chine, quand on les bat, Tokyo, les 2 fois on les joue, j'ai trouvé qu'il y avait une plus grosse proximité, tu vois. En Chine, même quand on est à -7 dans le 4e, tu sens que la façon dont on joue, tu sais, c'est difficile à expliquer. Il y a plus de maîtrise. En tant que joueur, il y a plus de maîtrise. C'est plus de maîtrise, tu vois. Tu peux être derrière, mais tu joues exactement comme tu veux jouer. Tu sais ce que tu es en train de faire, c'est calculé.
Et en tout cas, moi, sur le terrain, j'avais pas ce sentiment-là lors de la finale. Et c'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'on a fait un bon match, même si au final, l'écart, il est pas ouf. Et quel type de match fallait faire alors? Là, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais souhaité collectivement sur 40 minutes? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pas regardé la finale. Tu l'as jamais... Moi non plus d'ailleurs, faudrait que je la regarde un de ces quatre. Hein. J'ai pas regardé. J'ai coupé comme tout le monde. Hein, j'ai coupé, je suis parti en... Je veux dire qu'à Ibiza, j'avais pas regardé la finale des JO, je te le dis direct. T'es pas retransmise à Ibiza? J'ai pas fait de ce que je fais habituellement sur les matchs. J'ai pas fait. Je peux pas te dire. La grosse différence, c'était dans les deux premiers matchs, là, enfin, Canada et Allemagne, la défense, la dureté, ce qu'on n'a pas ressenti parce que Team USA t'amène dans un autre match aussi. Ouais. Nous, dans la prévue du match, on disait, il faut rendre le match moche, etc. Mais en fait, c'est pas Canada-Allemagne, vous leur mettez une guerre, comme tu dis, vous leur cassez la gueule. Ouais. C'est du MMA par moment, c'est la dureté, tout, loin du ballon, bam, boum, bam. Nous, on voyait au bord du terrain, on se dit, ah ouais, là, pas cadeau. Et face aux Américains, en fait, on retrouve pas ça. Parce que c'est un défi qui est totalement différent. Tu sais, quand tu joues contre le Canada et quand tu joues contre l'Allemagne, en gros, défensivement, tu dis, bon, les deux clés, c'est eux, là, les deux. On s'en occupe, on va leur mettre la misère toute la soirée, on va se donner à fond. Les autres, on va essayer de les limiter, mais bon, vas-y, tranquille. Alors que Team USA, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire, vas-y, Steph, dès qu'il drive, t'es 4 dessus, tu lui mets un pet en haut, un pet en bas. Non, parce qu'à côté, il y a KD, à côté. T'as Devin Booker qui fait un premier carton exceptionnel. Bah ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Défensivement, tu les joues différemment et ils t'emmènent dans d'autres choses. Chez Schroeder, quand ils prennent leur pick and roll à 3 points et qu'ils balancent à 10 mètres, tu dis, bon, bah vas-y, attaque. Steph, quand il regarde le cercle à 10 mètres, t'es obligé d'être plus agressif, de sortir. Donc, ils t'emmènent dans un jeu qui est différent. Du coup, sur cette fin de match, il y a le sentiment d'avoir sauvé les meubles, plus encore, je dis ça, parce qu'il y a ce parcours fou, cette finale qui reste à voir, en tout cas, pour le public incroyable, une vice-champion olympique, c'est pas rien. Encore. Et il y a ce truc de se dire, on n'a pas fait le match qu'il fallait, on aurait pu faire mieux. C'est quoi qu'est-ce qui prédomine au moment où bam, le buzzer sonne et que la compétition est finie? Quand ça se termine? Ouais. Écoute, moi, quand ça se termine, je croise le regard de Nando. Et Nando, il a les larmes qui montent, tu vois. C'est son il fait une finale énorme, on peut en parler. Oh là là. J'ai les frissons, direct. Ce qu'il a fait Nando et ce qu'il a traversé le mois et demi là, la finale qui fait le kiff incroyable. Bonhomme. Et il a les larmes qui montent, tu vois. Et moi, tout de suite, je comprends. C'est son dernier match. Nando, c'est mon gars sûr. On se prend dans les bras, tu vois. Bon. Il y a Zek qui est juste à côté, pareil, qui est larmes aux yeux. C'est sa première finale olympique. C'est sa première médaille avec l'équipe de France. À Tokyo, il nous a accompagnés jusqu'au dernier jour. Il était dégoûté de ne pas pouvoir faire la compétition avec nous, etc. Tu sais, voilà, en gros, tu te réconfortes parce que tu t'apprécies tellement que on se remonte un peu tous le moral, tu vois. Pareil avec Rudy, enfin, tu sais, les gars avec qui t'es le plus proche, forcément, il y a des mots qui sont plus intenses. Et globalement, en tant que groupe, on se serre les coudes, tu vois. Parce que... On voit sur le podium, vous allez sourire. Franchement, on sent que... Non, mais attends, ça, tu m'as dit après le... Ah, c'est pas le même moment, ok. Il y a 5 minutes entre les deux, excuse-moi. Moi, je suis précis. Mais j'adore quand t'es précis comme ça, vas-y. Après, on retourne derrière dans les vestiaires, on se change, etc. On parle un peu du match, etc. Genre, on débrief. Et après, on attend dans la salle d'attente avec les autres équipes. Bon, être avec les autres équipes, c'est pas un kiff. Tu vois les Américains, tu vois des gars... C'est pas un kiff. C'est pas un kiff. Tu vas sur le podium, tu vois la salle, là tout de suite ça change. Tu vois les supporters français qui sont tous debout, qui t'applaudissent. Ils te font la Marseillaise alors que c'est pas à nous d'avoir l'hymne national. Et là, tu as vraiment un sentiment de fierté. Pas d'avoir été vice-champion olympique, mais tu as un sentiment de fierté de par la façon dont on a réussi à changer le truc. Tu vois. Genre moi, vraiment, je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a pu accomplir. Parce que c'était pas donné, tu vois. On jouait mal et on a réussi ensemble à le faire. Chacun a apporté sa combativité, son esprit, sa positivité, etc. Et pour moi, ça rajoute de la valeur à ça, en fait. Tu sais, quand je pense à ta compète individuellement, tout le monde pensera à ton tir exceptionnel. Là. Je sais toujours pas pourquoi. Canada. Je sais pas pourquoi Victor te fait la balle et tu prends ce tir. Franchement, c'est un moment. Parce que je l'appelle, en fait. Ah bah bravo. On n'appelle pas les gens sur le terrain. Il y a un angle où on te voit l'appeler. Ouais, tir extraordinaire, franchement incroyable. Mais moi, c'est pas ça que je vais garder en mémoire. C'est comment t'as défendu comme un chien. Je t'ai vu
défendre comme je t'ai pas vu depuis peut-être Tokyo peut-être. Je t'ai vu être hyper agressif, je t'ai vu gagner beaucoup de ballons, je t'ai vu tenir des duels, Bon, je t'ai déjà, vu courir et tout ça. Qu'est-ce que tu as? Je suis content parce que moi, quand on me dit ça, je dis ouais, je t'ai jamais vu défendre comme ça. Bah, faux. Bon, quand même. Juste, c'est vrai, 2022, je fais pas une bonne campagne défensive. Je fais pas ma meilleure campagne en équipe de France. 2023, on se fait péter la gueule. Donc, c'est vrai que sur ces deux campagnes-là, défensivement, j'étais moins bien qu'avant. Avant, j'ai jamais eu de problème en défense en équipe de France. Non, mais là, sans dire qu'il y a à faire, tu connais, il y a à faire les minima, tu défends, c'est OK. Moi, je t'ai vu avoir des flashs défensifs, gagner des ballons, venir trapper, sortir des mecs des écrans, gagner des duels. Avant, ça. Moi, ça me sautait moins la gueule. Ok, ça me sautait moins la gueule. Là, j'ai vu un mec, sûrement. parce que t'avais les jambes, mais t'avais aussi le cœur. Enfin, en tout cas, il y a des flashs qui nous ont... Moi, je rejoins toi, j'ai vu des flashs défensifs de toi, que ça soit sur des 1 contre 1 ou sur des aides et tout, je me dis, ah ouais, mais je t'ai jamais vu faire ça. Je t'ai jamais vu gagner autant de ballons. Non, mais c'est vrai. Ok, écoute, on peut débattre. Hein. Non, mais c'est vrai. On peut débattre là, je te dis. Ça, tu sais, c'est un compliment là-bas. Mais moi, il y a ça. Moi, il y a sur pick and roll. Tu vois, à l'Euro, tu parles de l'Euro en 2022, où je te voyais, tu jouais, t'étais là, t'avais du mal. Moi, je t'ai vu sur des pick and roll avec Matcha, des pocket pass et tout. Je fais, ça faisait longtemps pour le coup. Je t'avais pas jamais vu faire ça. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu faire ça. T'as fait des trucs. Parce que peut-être aussi, tu l'as dit, New York, que dans le tir, et à la Coupe du Monde, t'étais un peu là-dedans aussi. Peut-être qu'il fallait de ça. Là, je t'ai vu faire des choses de joueurs matures, de mecs qui, je veux apporter ça à l'équipe. Et c'était kiffant. Et je pense que l'équipe a besoin de ça. Alors ça, déjà, c'est différent. Genre, pour revenir à ce que tu dis sur le pick and roll, ça dépend beaucoup de comment je suis défendu. À l'Euro, je me faisais trapper partout. Je peux pas jouer pareil. Là, j'avais un rôle qui était complètement différent. Et puis, moi, je suis pas... je suis un bon joueur de pick and roll sur certaines défenses. Par exemple, si tu me trappes ou si tu fais du show sur moi, c'est pas là où je suis plus performant parce que moi je veux attaquer, tu sais, je veux scorer, je veux être agressif. Un joueur comme Nando, il est beaucoup plus malin, il a une meilleure qualité de passe sur les trucs de sortie, sur les angles quand la défense est vraiment agressive. Par contre, moi, là où je vraiment sur le pick and roll, je suis très fort, c'est un drop. Un drop, le big, à chaque fois je l'attaque, j'ai mon tir, etc. Donc ça dépend réellement de quelle défense tu me proposes en fait, tu vois. Et là, j'étais moins sur le scouting report. Donc quand on joue contre le Canada et que ils font des semi-changements où ils sont un peu soft, vas-y, je suis agressif et donc je peux trouver les passes, etc. Parce que ça, je sais le faire. Ils sont jamais sortis sur moi sur tout le tournoi pick and roll, tu vois. Donc tout s'explique en fait. Et ça fait partie un peu du changement, je dirais, du changement de rôle et de l'adaptation qu'il y a eu à faire. Parce que Tokyo, même Coupe du Monde, etc., dès que je sors sur un pic, j'ai 3 gars devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a fallu faire différemment. Ça, c'est vrai que c'est l'autre l'autre constat qu'on peut faire sur cette compétition, c'est que le fait que tu sois plus première option avérée l'équipe de France, ça t'a permis de briller dans les fins de match. On t'a beaucoup moins vu dans des premiers cartons et tout ça, clairement. Mais par contre, t'as eu tes moments, tes gros tirs, tes moments où tu dois être agressif. Ça s'est fait tout seul. Hein. Ça s'est fait naturellement. Je veux dire, c'est pas moi qui ai pris la balle. Parce que je savais que, on joue différemment. C'est juste que ça s'est fait littéralement. Quand je mets le tir, je demande la balle parce qu'il reste 3 secondes. Et parce que je pensais plutôt aussi Japon. Tu mets contre le Japon où là, voilà. À moi. Sans jouer 1 contre 1. Et ce tir-là, tu le rates. C'est fini, hein. Ah ouais. Mais je pense que t'as une double page dans l'équipe. Tout le monde te tombe dessus à ce moment-là. Parce que t'es pas inspiré. Non, mais c'est vrai. Et là, tu dis, mais c'est ce que je t'ai dit le soir quand on est à la soirée. Là, je vais te dire, gros, à un moment donné, tu les as mis sur la table parce que t'avais tout à perdre. Le tir que tu prends contre le Japon, même si derrière on se remet quand même dans la difficulté, c'est clear out, donnez-moi la balle. C'est-à-dire que en fait, si tu mets bravo, si tu mets pas, il a voulu faire nanana. Ouais, mais là, tu sais aussi, c'est beaucoup au feeling. C'est-à-dire que tu sentais, ça faisait 2 minutes, personne ne marquait. Tu sentais que c'était un peu fébrile. Et qu'il y avait besoin de faire un play, que personne jouait très bien, personne vraiment scorait. Donc, je me suis dit, vas-y. Moi, j'ai aucun problème j'ai pas peur de rater. Donc, s'il faut que quelqu'un rate, vas-y, moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Je préfère marquer, bien sûr. Mais s'il faut rater dans des moments importants et que quelqu'un prenne des risques, vas-y, moi, il n'y a pas de souci. J'adore ça, donc tranquille. Ok, on a fait pas mal le tour de pas mal de choses. Il y a un nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est la suite. C'est l'Olympiakos, évidemment. Malaka. T'es de retour en Europe. Ouais. Et donc, on veut savoir aussi la suite avec l'équipe de France, parce que
t'as pas 36 ans, 37 ans. Si t'es en Europe avec l'Euroleague, ça veut dire que tu peux jouer les fenêtres, que t'es éligible aux fenêtres. Il y a un nouveau sélectionneur. Il y a un euro dans un an. Il y a un euro dans un an. Il y a les jeux dans 4 ans. Je sais pas si tu te vois dans 4 ans. Il y a un euro dans un an. En tout cas, il y a Victor aujourd'hui. Il y a toute une génération autour de Victor qui est en train de se créer. Comment tu te projettes avec l'équipe de France? Est-ce que tu restes disponible pour l'équipe de France? Écoute, déjà, je me projette pas. Déjà. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas qui va passer coach. Je sais pas le coach. C'est vrai ça? Non, je te jure. C'est vrai, t'as pas eu de nom. Je suis comme vous. J'entends faux tout, quoi. Ouais. J'entends faux tout. Faut tout que ça. On sait le X, ça. Excuse-moi, coach. C'est ton futur sélectionneur, tu prononces mal. Freddy. Forcément, j'entends les rumeurs Kenny, même si, bon, avec son contrat. Je sais pas, en vrai, je suis vraiment. Il y a Kenny et ça serait Pascal les fenêtres. Ok. Une option. Ok, d'accord. Ok. C'est le gouvernement, quoi. C'est incroyble, ça, j'adore. C'est magnifique. Mais ça. disons que Vraiment, je suis pas dans une magnifique. position. Tu sais, normalement, je fais tout le temps des retours de compète avec la Fédé. Bon, cette année, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, je suis pas forcément au courant de ce qui se passe, tu vois. Puis, de toute façon, je pense à autre chose. Puis mon avenir en équipe de France, bah, ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire. Hein. J'ai jamais gagné d'euro. Je pense que si on gagne l'euro en 2022, je pense que j'arrête. Après les Jeux. Là. Oui, voilà. Si tu avais gagné l'euro en 2022... Tu aurais annoncé après Paris, merci, au revoir. Je sais pas si je l'aurais annoncé, mais je pense que j'arrête. D'accord. Je pense que j'arrête, tu vois. Parce que bah, j'ai raté aucun été, tu vois. Les seuls étés où j'étais pas là, c'est parce que Vincent voulait... Enfin, voilà, c'était des choix. Mais moi, j'ai toujours été disponible. Donc, bon, déjà, je pense que ça remplace des discours. Après, 4 ans, je peux pas me projeter 4 ans. Impossible. Je peux pas te dire je serai là à Los Angeles. J'en ai aucune idée. Je pense que on est dans un tournant là un peu pour l'équipe de France. De par bien entendu le changement de coach, mais aussi le changement de génération. Ça c'est purement moi. Mais si je pense vraiment que tu gardes les joueurs qu'on a déjà. Tu sais, les jeunes joueurs, enfin les jeunes joueurs, les jeunes vétérans, Gershon, les Gershon, les Zay, Franck, etc. Mathias, tout ça. Tu rajoutes à ça Wemby, les vieux briscards, Rudy et moi. En gros, il y a moins d'être très performant. Très, très performant encore sur de longues années. Le seul truc qui, quand je regarde vraiment l'horizon français, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont draftés très haut. Ça va poser problème à un moment donné, je pense. Et ce sera à eux de vraiment de trouver leur équilibre. Parce que, et c'est normal, tu sais, t'es numéro 1 de la draft, t'es numéro 2 de la draft, t'es numéro 6, etc. Tout le monde va avoir des statuts quelque part. Ils vont avoir envie de tous prouver, de tous s'installer, se cimenter, tu vois. Et c'est la recette pour pas gagner ça. Donc, à la limite, moi, comment je vois les choses? Je vois les choses, je peux les aider par rapport à ça, tu vois. Je pourrais aider le groupe France, moi et les plus anciens, bien sûr. Je pense qu'on pourrait les aider par rapport à ça pour justement créer leur identité, comprendre avec l'équipe de France comment ça marche, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant par rapport à ça. En tout cas, ce que je comprends, c'est que Nico Batum a pris sa retraite, Nando De Colo a pris sa retraite, Andrew Albici a pris sa retraite. Non. Non. Andrew, il a rien dit encore? Non. Ouais, Andrew, t'es vraiment un coquin. Je crois que c'était son dernier match. Andrew, tu l'appelles, il vient, je pense. Il aurait tort de se priver. Donc j'enlève mon troisième. Et Lucky Locks. Shout out, Lucky Locks. Et donc Kevin Fournier, pour l'instant, n'annonce pas sa retraite internationale. C'est tout ce que je comprends. T'as très bien résumé ce que je viens de dire pendant 5 minutes. C'est très bien. Moi, je voulais que tu le dises, mais si tu veux pas le dire, tant pis pour moi. Non, j'ai pas de raison de prendre ma retraite, non. Ok, très bien. Evan, dernière question, il y a un doc Netflix qui a été filmé. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on va y voir? Tease-nous un peu. On sait qu'ils nous regardent, nos gars de Netflix, ils sont fans de basket. Tease-nous un petit peu ce documentaire. Moi, j'ai hâte, il y avait issu de Boris à Tokyo, mais là, j'ai l'impression que, vu le parcours et l'histoire, il va y avoir un peu du croustillant. Il y a la fameuse scène avec Jean-Pierre ou pas? Je sais pas. Écoute, ils nous ont suivis de A à Z. Je crois qu'il y a... Nous, ils nous avaient dit il y a 4 équipes. Il y avait nous, la Serbie, Canada, USA. Ils nous avaient dit qu'il y a 4 équipes. Apparemment, il y en a une 5e avec l'Allemagne. Ils ont fait des allers-retours un peu en prépa, mais à partir de la compète, ils étaient là avec nous partout dans le bus, etc. Donc,
Ouais, enfin, s'ils nous ont suivi de A à Z, il y a des dingueries, tu vois, dans le bus, etc. Donc, je sais pas ce qu'ils auront le droit de montrer, je sais pas, enfin, je sais pas. Donc, je suis comme vous, en vrai, je sais pas du tout. Ce sera 2025. On espère que ce sera une série qui aura beaucoup d'épisodes. Février 2025. Ça va arriver vite, hein. Ça va arriver vite. Ce sera l'All-Star Game. Evan, merci beaucoup. Je rappelle qu'on est mercredi, la vidéo va sortir jeudi, mais que ce soir tu pars à Athènes déjà. C'est ça. Donc t'as pris du temps aujourd'hui pour nous, on est resté 1h30 je pense. Écoute, ils me font flipper parce que là, sur Twitter, ils ont lâché l'heure à laquelle j'arrive, etc. Tu vas te régaler. Attends, mais ouais. T'as signé pour ça. Ils vont arriver fumis dans l'aéroport et tout, ça va être incroyable. Écoute, je sais pas à quoi m'attendre. Bon, va tout seul, tranquille, service de sécurité, peinard. On va te faire une promesse. Avec Thomas, il est pas au courant. Non, bah, le problème c'est qu'avant il fait les promesses, il s'y tient pas vraiment. Alors vas-y. Ça dépend à qui, mais là je vais m'y tenir. On va venir te voir. Ça c'est une promesse qu'on peut tenir. Un match à Athènes. Oh, je suis chaud de fou. Et tu nous mets bien par contre, tu nous mets des bonnes ce plats. Tu nous trouves un bon resto derrière. Vous vous démerdez pour les plats. On peut se démerder, tu nous connais, on peut se démerder, mais quand même. C'est plus simple qu'un NBA, on imagine. Alors là j'en ai aucune. Bon, bref, on viendra te voir à Athènes, voir un gros match. Allez, vas-y, avec plaisir. Et on viendra te voir à Paris aussi quand tu viendras jouer en Euroleague, parce que c'est ça la fois, c'est que tu vas venir. Mais oui. Parce qu'il va en Euroleague. Evan, merci beaucoup. Merci les gars, merci. Et merci pour cet été. Au nom de, tu diras à tous tes coéquipiers, parce qu'on a vécu des grands moments nous aussi sur cette table là qui était là. Allez, match c'était ici. Ben on les regardait, en fait, on faisait des débriefs ici avec les tables qui sont derrière. Qu'est-ce qu'on en a chié, mon pauvre. Et même vous avez dû passer par des états. Non, à peine. Non. À peine. C'était très dur. C'était très dur. Ah ouais? Ouais, franchement, les bas étaient très bas, mais les hauts étaient fantastiques. Euro 2022 en Allemagne, extraordinaire. Enfin, ouais, on a vécu des trucs. La Turquie, on vient d'atterrir il y a 3/4 d'heure en avion. On croit que la compète elle est finie. Ça. Merci encore à Sedi Osman. Hein. Merci à Sedi Osman. Merci Sedi. Hein. Qu'on verra au Real d'ailleurs. Merci. Merci à Fontekio. Merci à Fontekio. Merci Simone. Merci. Donc voilà. Quand j'étais avec lui à Détroit, je l'ai tout le temps charrié sur ça. Ah bah tu normal. Genre il y avait un jour. On était sur le banc à Détroit. Il y a un gars en face qui rate, je crois que c'était à Phoenix, il y a un gars qui rate 2 lancers francs, il fait. Plus il dit, bref, il dit un truc en italien, je dis, c'est un spécial ça. Il était dégoûté, il m'a dit, espèce d'enfoiré. Ouais. Ah ouais, bon, un shooter comme ça qui fait 0 sur 2, on sait d'où ça vient, c'est pas dans le poignet que ça se passe. Hein. Evan, merci beaucoup, on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite avec l'Olympiakos, on va suivre ça parce que nous aussi on adore l'Euroleague et c'est cool de te revoir en Europe. Voilà, merci les gars, merci Evan, à très vite. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine parce qu'on va envoyer des nouvelles vidéos, c'est la rentrée les amis, on est là, on est de retour, ciao ciao.